Écoute, écris à la rencontre des auteurs libres. Chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Écoute écrit avec Daniel Tal, un auteur qui nous fait le plaisir de venir dans les studios de Radio Fidélité pour nous présenter son premier livre, L'homme à la tête de chat. Daniel Tal, je vous remercie d'avoir fait le déplacement de Paris jusqu'à Nantes pour présenter votre livre et votre parcours aux auditeurs de Radio Fidélité. Je vous en prie et merci de m'avoir invité. Donc vous venez parler de votre livre L'homme à la tête de chat. Vous avez un parcours atypique, c'est-à-dire que lorsque vous étiez jeune, vous vouliez être une rockstar. Et puis vous avez travaillé dans le domaine, ça vous fait rire, vous avez travaillé dans le domaine de l'informatique, un métier que vous exercez toujours, et vous vous êtes lancé dans une nouvelle aventure parce que vous êtes un aventurier de la vie, l'aventure de l'écriture dans laquelle nous allons voir que vous vous débrouillez très bien et puis même vous excellez un petit peu. Et nous allons discuter de ça ensemble pour faire découvrir aux auditeurs cet étrange livre ou ce livre à l'étrange titre, L'homme à la tête de chat. Donc on va peut-être commencer par ce titre énigmatique qui peut paraître surprenant parce qu'on s'imagine que vous êtes en dieu égyptien. Quand on lit ce titre, et puis quand on voit votre livre, ou quand on en prend possession, quand on voit la couverture, on voit un homme qui sort des eaux, ou qui se retrouve entre le ciel et la mer. Il y a un soleil sur ses pieds, et c'est une histoire vraie. Donc à première vue, on peut être un petit peu étonné de prendre possession de ce livre. Donc l'homme à la tête de chat, qu'est-ce que c'est ? L'homme à la tête de chat, c'est le titre du livre. Et le titre se veut volontairement énigmatique pour interloquer le lecteur et les gens qui n'ont pas lu le livre, justement pour leur donner envie de savoir ce qui s'y passe. Et effectivement, il y a toute une énigme autour de ça, il y a toute une histoire qui se dévoilera à la fin du livre, et à la fin du livre seulement, on saura pourquoi le titre est ainsi. Est-ce que vous avez eu l'idée de notre titre à un moment donné ? Est-ce que vous avez cherché différents titres avant de trouver celui-ci ? Oui, absolument. C'est marrant que vous me posiez la question parce que pendant toute l'écriture pratiquement du livre, ça s'appelait Un guerrier invincible. Alors ça, c'est un scoop parce que je pense que je ne l'ai jamais dit ni sur les réseaux sociaux, ça va être la première personne à qui je le dis. On s'appelle Un guerrier invincible et en baladant à la FNAC, etc., j'ai vu que le titre me classerait automatiquement dans les livres développement personnel, etc. Et je voulais pas être étiqueté, appartenir d'emblée à une catégorie de livres. Et finalement, je trouvais ça un peu trop bateau. Alors que L'homme à la tête de chat, justement, c'est énigmatique. Et puis, moi, j'aime beaucoup les chats. Puis, je pense que je suis pas le seul, apparemment, parce qu'il y a tellement de fans de chats qui aiment mon bouquin. que je pense que c'est un titre qu'on a cherché entre amis. J'ai fait cette proposition et on était tous unanimes sur le fait que c'était vraiment un bon choix, quoi. Et est-ce que vous pensez que certains lecteurs s'interrogent, comme justement je viens de m'interroger, entre ce titre, entre la quatrième de couverture, dans laquelle vous ne dévoilez pas grand-chose aussi. Peut-être on peut présenter le livre à partir de cette quatrième de couverture. Lorsque vous écrivez, lorsque l'on mène une quête, ce que l'on trouve n'est souvent pas ce que l'on attendait. Et ce que l'on découvre finalement est bien plus important que ce que l'on cherchait au départ. Et si je m'en souviens bien, c'est la dernière phrase du livre, où on retrouve cette phrase à la fin du livre. C'est pas tout à fait à la fin, en fait. C'est à la fin du chapitre 1. Puisque le chapitre 1, le livre démarre doucement, en fait, et à un moment donné, on tombe de façon abrupte sur cette phrase
qui rappelle que quand même il y a une énigme et qu'il va se passer quelque chose d'un peu extraordinaire, d'un peu inattendu. Et donc cette phrase, d'ailleurs, c'est un teaser qu'on utilise sans arrêt sur les réseaux sociaux, dans les contenus publicitaires, etc. Parce que c'est une phrase, le mot « quête » déjà, rappelle d'autres livres de développement personnel, d'autres livres, puisque voilà, c'est la quête de l'accomplissement de soi, c'est un concept qui est quand même qui est très utilisé. Et on se rappelle du fameux alchimiste de Paulo Coelho, avec la légende personnelle, la quête de soi-même, etc. Et donc ça renvoie de manière plus ou moins consciente à ces concepts-là. Donc Daniel Tal, L'homme à la tête de chat, est à la fois une histoire vraie, un roman initiatique, comme vous venez de le dire en faisant la comparaison avec Paulo Coelho, un guide spirituel et en même temps un récit de vie. Alors on ne va pas dévoiler le contenu de ce livre, on va tourner un petit peu autour, puisque c'est votre concept aussi, cette énigme, et on voudrait inciter le lecteur à découvrir par lui-même tout ce que vous avez à lui raconter, qui va lui permettre, lui, à se rencontrer lui-même. Parce que c'est un peu ça, l'histoire de ce livre, et l'idée de ce livre, et la lecture de ce livre. En vous lisant, on se lit nous-mêmes. Et donc, moi, j'ai qualifié votre livre comme ça, guide spirituel, récit de vie, roman initiatique, histoire vraie. Et vous, comment vous le qualifiez ? Je pense que c'est un roman philosophique, initiatique. J'ai pas cette prétention de, voilà, qui pense un petit peu aux gourous initiatiques, qui veulent initier les autres. J'ai pas spécialement envie d'initier qui que ce soit, mais plutôt de délivrer des messages qui me semblent importants. Et justement, dans l'écriture, donc oui, les messages, on va y revenir tout à l'heure justement sur tous ces messages que vous délivrez et que vous développez sur votre chaîne YouTube. Mais en attendant, on va parler de l'écriture aussi. Votre écriture, elle est très travaillée. On voit, vous avez une formation en technicien du son. Vous vouliez être guitariste professionnel, donc vous avez beaucoup travaillé dans l'univers de la musique. Et on retrouve ça dans votre écriture, la précision, la mélodie. Et je peux qualifier votre écriture comme une écriture remplie d'enluminure. C'est-à-dire que les phrases ne sont pas toutes simples. Les mots, bien qu'ils soient des mots courants, la manière dont vous les associez, ça donne une dimension supplémentaire. Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre et comment vous passez de l'univers de l'informatique à cet univers de l'écriture avec autant de finesse et de précision ? Tout d'abord, je vous remercie pour vos mots que je prends pour des compliments qui sont très gratifiants. Effectivement, j'accorde une attention toute particulière à l'écriture et à l'esthétisme de l'écriture, puisque je me considère avant tout comme un artiste. J'ai commencé comme ça, à être musicien. Et il faut que les phrases chantent, il faut que ça sonne. C'est très important, hein. C'est comme une guitare ou comme un arrangement, il faut que ça sonne. Et je lis les phrases à haute voix, d'autres le faisaient aussi. Et je travaille et retravaille. Alors, je qualifierais ce que je fais presque de sculpture, en fait. Pour moi, c'est comme j'écris aussi des poèmes. J'aime beaucoup la poésie. Tout se passe d'abord dans mon esprit. J'écris le livre dans mon esprit quand je vais courir ou la nuit, etc. Et après, ça sort, on va dire, d'une manière vulgaire, c'est craché sur le papier, ou plutôt sur Word, puisque je travaille sur mon ordinateur. Et en fait, là, on obtient une matière brute et qui est relue, remalaxée, retravaillée, repassée à la moulinette, jusqu'à ce que pour moi, ça atteigne une forme parfaite, où je sois satisfait en tout cas. À un moment donné, je me dis, là, ça sonne, là, je suis satisfait, et là, je passe à la suite. Donc, j'ai une technique particulière quand j'écris. Je commence par écrire le début du chapitre. J'écris à peu près 2-3 pages par jour. Et puis, le lendemain, je recommence du début du chapitre. Je reprends le début, je le retravaille, et après, j'écris les 3 pages d'après.
Et le jour d'après, je recommence au début. C'est un processus itératif qui fait qu'à chaque fois, je reprends depuis le début et qu'on arrive donc à la fin du chapitre, il a été travaillé et retravaillé peut-être une trentaine de fois, parce que ça peut prendre un mois pour écrire un chapitre. Et à la fin du chapitre, vous n'y revenez plus. Une fois que vous l'avez retravaillé sur 30 lectures et 30 réécritures, après, vous le laissez tel quel ou vous revenez une fois que la partie, parce que le livre est composé de 3 parties, ça peut-être Oui. on peut l'évoquer. La première partie, c'est la formation. Deuxième, la saison des cendres. Et troisième, la résurrection. Oui. Et donc, chaque partie comporte 4 chapitres. Ouais, tout est symétrique en fait. Symétrique. Faut pas oublier que je suis aussi informaticien. Enfin, j'ai ce côté-là artiste, mais je suis aussi un joueur d'échecs de compétition. Je suis informaticien. Donc il y a un côté chez moi de manière inconsciente qui fait que tout est symétrique. Les pages ont à peu près, les chapitres ont à peu près le même nombre de pages. Il y a le même nombre de chapitres par partie. Et il y a 12 chapitres. Et devant chaque chapitre, il y a un poème. Il y a un poème qui précède le chapitre, qui donne un peu une bande-annonce du chapitre. C'est-à-dire qui donne une espèce de preview du chapitre sans dévoiler le contenu vraiment, quoi. Une espèce d'impression émotionnelle, voilà. Ça c'est je sais pas, moi je suis pas un très grand lecteur en réalité, donc ça peut sembler bizarre, mais je ne lis pas beaucoup. Et quand j'ai trouvé ce concept de mettre un poème devant chaque chapitre, et que je trouvais assez intéressant. Et d'ailleurs, vous avez repris tous ces poèmes pour en faire un autre livre, parce que vous éditez vous-même. Vous prenez à bras le corps votre propre édition, vous faites l'impression, la réalisation de la couverture, elle a été faite, rappelez-moi le nom, par un graphiste. Oui, c'est un designer qui s'appelle Ricardo Navarro, qui est très connu dans le monde du design. Voilà, rien n'est laissé au hasard, et on se retrouvera, Daniel Tal, dans une seconde émission pour discuter un peu plus en profondeur de la technicité de ce livre et la manière dont justement vous n'avez rien laissé au hasard, que ce soit le nom de la maison d'édition, le titre, la couverture, les pages comme vous venez de l'expliquer, l'équilibre des chapitres et toute votre communication et votre promotion, ça fera l'objet d'une émission entière parce qu'il y a beaucoup à dire. Certainement, oui. Et donc pour en revenir à l'objet de ce livre, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi, à cet âge-là que vous avez, à la quarantaine, 45 ans exactement, pourquoi à l'âge de 45 ans, vous avez décidé, alors que tout va bien, vous avez un travail qui vous satisfait, qui vous rémunère, tout va bien, et vous mettez une énergie pour créer, là on est dans la création, pour créer cette œuvre. Pourquoi ? Eh bien en fait, j'avais ce projet depuis une dizaine d'années. J'ai écrit des bouts d'essais sur le livre pour commencer, mais j'étais bloqué, j'y arrivais pas. Mais j'avais quand même ce rêve, j'avais quand même cette intention assez forte de le faire un jour, mais j'arrivais pas à le mettre en œuvre, on va dire. Et alors, il faut savoir que j'ai écrit un autre livre qui a rien à voir dans le domaine de l'informatique et de la méthode. Donc j'aime beaucoup écrire déjà. Donc pourquoi ? Déjà parce que j'aime ça, déjà parce que ça me plaît. Et ensuite, le fond de l'histoire, c'est que ça part d'une frustration personnelle que j'avais à l'époque à ne pas arriver à communiquer à mes proches des messages qui leur permettraient de lâcher prise et de se libérer de leur peur, d'avancer et d'entreprendre, etc. Et ce livre est comment dire, c'est ce qui pour moi est original par rapport au livre, où voilà, on écrit sa légende personnelle, c'est que là on fait un lien très étroit, entre la mort et la capacité à entreprendre et la potentialité qu'on a à se développer. Alors dites-nous en plus, parce que là c'est plus qu'énigmatique. Eh bien, c'est un peu le concept du livre, hein. Il parle de choses essentielles, hein, la vie, la mort, et notamment la mort, et en expliquant que voilà, certaines personnes qui ont frôlé la mort ont accès à d'autres potentiels que n'ont pas d'autres personnes pour se développer
et réussir à être heureux et à entreprendre. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est lorsqu'on accepte la mort, on est capable d'avoir une vie libre. Montaigne disait, philosopher, c'est apprendre à mourir. Apprendre à mourir, on pourrait dire que apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. C'est un petit peu ça l'idée, c'est intégrer l'idée de la mort. Alors pourquoi la mort? Parce que la mort est un événement central de votre vie. Oui, on peut le dire. Voilà. Et à partir de cette compréhension et cette assimilation que la vie s'arrête en une seconde, vous avez décidé de vivre et de tout vivre. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, que vous avez écrit ce livre, malgré cette vie remplie, parce que vous voulez tout faire. Et c'est ça. Moi, je peux mourir demain. J'ai aucun regret parce que j'ai eu une très très belle vie. J'ai réalisé beaucoup de rêves. J'ai fait beaucoup de choses que je voulais faire et que je n'aurais certainement pas faites si j'ai pas eu cette prise de conscience un jour qu'on peut mourir demain. Alors, ça peut sembler bête à dire. Il y a des lecteurs, il y a des gens qui ont lu le livre et qui disent « mais on le savait déjà, qu'on est mortel ». Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est là qu'il y a une nuance fondamentale. Et j'en parle sur ma chaîne YouTube. J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux et dans le livre aussi. C'est qu'il y a une grosse différence entre le savoir. Parce que si je vous dis « Myriam, vous allez mourir peut-être, vous allez mourir sûrement et peut-être demain ». Et là, pas de réaction. On me dit « bah oui, je le sais ». Mais il y a une grosse différence entre le savoir et en être conscient. Ouais. Et ce que vous voulez dire, c'est que lorsqu'on incarne cette idée, en fait, vous l'expliquez, vous parlez du saut de la falaise. Lorsqu'on a conscience de cette idée au quotidien, on est capable de tout parce qu'on n'a peur de rien. Puisque la plus grande peur, ça peut être la peur de la mort. Dans la mesure où cette peur est évacuée, les autres peurs n'existent plus. Exactement, en fait. C'est un peu difficile de retransmettre cette idée-là que vous essayez de faire passer. On est dans la métaphysique, dans la spiritualité, dans la philosophie. C'est pas évident. Oui, ça peut sembler très banal, mais en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est que l'ultime vérité, celle que tout le monde cherche, se cache derrière quelque chose de très simple. Et il faut être très humble, en fait, pour la découvrir. Parce qu'on la voit pas, justement parce que ma mère avait une expression pour ça. Elle disait, si elle avait des cornes, elle te crèverait les yeux quand je trouvais pas une chose. Je dis, je trouve pas le truc. Elle me disait, si elle avait des cornes, elle te crèverait les yeux. Et c'est exactement la même chose. En fait, on est devant une vérité qui est énorme et qui nous permet de tout faire, mais on la voit pas parce que c'est trop simple. Et si je vous le dis simplement, voilà, on va mourir peut-être du jour au lendemain, vous allez me dire, bah oui, je le sais déjà. Mais c'est justement cette réaction qui empêche de voir l'énormité qui se cache derrière les choses. Parce que, comme vous le dites, si dans chaque décision que l'on prend au quotidien, ça revient dans notre tête, on est conscient, on se dit, oui, mais j'ai peur de faire ça, oui, mais d'accord, mais je vais peut-être mourir demain et il sera trop tard. Si on a la chance de pouvoir se remettre ça dans la conscience, régulièrement au bon moment, bien on peut faire énormément de choses. Et j'en témoigne puisque je voulais réaliser ce rêve, j'ai écrit ce livre, je l'ai fait. Et j'ai fait beaucoup d'autres choses dont je suis assez fier. Donc c'est le témoignage que vous faites passer dans ce livre et surtout le message aussi. On va revenir justement sur votre chaîne YouTube et les messages que vous faites passer à travers différents épisodes de votre chaîne. Donc je rappelle aux auditeurs de Radio Fidélité que je suis en présence de Daniel Tal, l'auteur de L'homme à la tête de chat, et que nous écoutons Écoute-Écrit à la rencontre des auteurs libres. Daniel Tal, donc sur ces T-A-H-L, je précise. T-A-H-L, parce que si vous me cherchez sur YouTube, vous tapez Daniel Tal, simplement T-A-H-L, et vous allez trouver ma chaîne. D'accord, donc les auditeurs peuvent découvrir les messages de votre livre sur votre chaîne YouTube et bien évidemment acheter votre livre dans toutes les librairies. Il est diffusé partout. Si vous tapez Daniel Tal ou l'homme à la tête de chat dans Google, vous allez avoir 10 pages de résultats avec des points de vente différents. Effectivement, aujourd'hui, me poser la question où le trouver,
en 2019, c'était un petit peu bizarre. Mais parfois, je la vois, la question, hein, quand même. Oui, Où est-ce parce je peux le trouver dans Google, regarde. Parce que dans l'auto-édition, mais vous êtes bien largement sorti de l'auto-édition, mais dans l'auto-édition, c'est parfois difficile de trouver des livres. Il faut parfois se déplacer dans les salons littéraires pour acheter les livres auprès des auteurs, ce qui n'est pas le cas pour vous, parce que votre livre est diffusé dans toutes les librairies de France. Alors, il est diffusé, non, parce que j'ai pas de diffuseur. On peut le commander dans toutes les librairies. Ouais. Il est diffusé chez Cultura, qui est mon plus gros partenaire pour la librairie, parce qu'ils ont accepté de jouer le jeu d'acheter du stock. Mais les libraires, eux, n'achètent pas de stock. Donc on reviendra sur cette partie-là, Daniel Tal, dans une seconde émission. Je digresse, pardon. Là, je voulais revenir justement sur les messages, parce que je pense que c'est important que les auditeurs prennent un petit peu possession de votre livre à travers les moyens qu'on leur donne pour s'approprier un petit peu cette histoire qui est la vôtre. Donc, vous avez actuellement 5 vidéos et vous transmettez donc des messages. Quels sont-ils ? Alors, le livre, moi je l'ai écrit comme un roman. En fait, ce que je voulais, c'est transporter le lecteur, le raconter comme une histoire qui est agréable à lire. Voilà. Pour moi, c'est ça c'est la force de l'écriture, c'est d'arriver à transmettre des messages de manière plus ou moins subliminale et sans donner des leçons. Parce que je voulais pas faire un livre, voilà, les 7 vérités qu'il te faut connaître pour réussir ta vie, etc. Non, je voulais pas du tout tomber là-dedans. Il est pas mal celui-là. Les 7 choses à savoir pour... Ah, je la connaissais pas, moi je viens de l'inventer là. Voilà, souvent le chiffre 7 revient dans la spiritualité. Moi, je voulais pas rentrer dedans, donc j'ai fait vraiment un roman. Mais le roman contient des messages qui sont dits de façon explicite, ou plus ou moins. Et donc, j'ai créé cette chaîne YouTube pour extraire tous les concepts de développement personnel qui sont dans ce livre et pour les développer au maximum. C'est-à-dire qu'on prend un petit morceau qui va être dans un paragraphe, et là, on en fait une vidéo de 20 minutes pour en parler. Par exemple, le saut de la falaise, voilà, c'est un concept. Eh ben, il y a une vidéo qui parle que de ça, du saut de la falaise, qui veut dire, évidemment, le grand saut, se jeter à l'eau, des moments dans la vie où on a des choix difficiles à faire, on va devoir sauter. Eh bien, c'est là que j'en parle pendant 20 minutes, alors que dans le livre, c'est évoqué, il y a des passages qui en parlent, mais il y a peut-être des lecteurs qui ont pu passer un petit peu à côté, ou ça ne serait pas assez remarqué. Donc là, j'ai voulu vraiment, et faire plaisir aussi à ceux qui avaient lu le livre, pour leur dire de vive voix, et en images, ce que j'en pense vraiment. Alors c'est vrai, Daniel Tal, vous avez une forte communauté qui vous suit. Et là, en vous écoutant, je me demandais, mais pourquoi ne pas écrire d'autres livres sur le sujet ? Pourquoi passer par le format vidéo ? Eh bien parce que je compte pour l'instant rester dans la même ligne éditoriale, c'est-à-dire que je compte faire une suite, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui la réclament d'abord, et puis parce que le livre s'arrête à mes 32 ans et que j'en ai 46, donc j'ai encore d'autres choses à raconter. Les gens veulent savoir ce que le personnage est devenu ensuite, etc. Et donc, en fait, pour moi, c'est deux chantiers parallèles. Il y a l'écriture, avec toujours l'esthétisme de l'écriture, la poésie, etc., la beauté de l'écriture, et d'un autre côté, le développement personnel. Donc les deux sont liés, mais on peut les dissocier pour en faire deux chantiers, deux travaux différents, deux lignes différentes. Donc pour le développement personnel, vous préférez utiliser le format vidéo ? Oui, voilà, tout à fait. Ouais, parce qu'en plus, il permet de créer un lien avec vos lecteurs qui réagissent à vos vidéos, pardon. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de rester proche de tous ces lecteurs qui ont acheté le livre et qui sont adorables. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir une communauté de lecteurs qui sont vraiment adorables. Donc, c'est bien de pouvoir rester en contact avec eux. Et attention, quand j'ai des vidéos, c'est pas, je suis pas Steven Spielberg. Hein. C'est des PowerPoint avec des schémas. Je suis pas un professionnel de l'image, donc parfois je bafouille, etc. Mais enfin, j'explique du mieux que je peux. Et ça reste des vidéos explicatives avec des schémas et des images. Et donc, la première vidéo, justement, elle est très intéressante puisque vous êtes en train de nous dire que nous sommes notre propre Dieu.
Exactement, oui. Et je pense que cette thématique va plaire aux auditeurs de Radio Fidélité, va les interroger aussi, peut-être. Pourquoi et dans quel sens nous sommes notre propre Dieu? Alors là, on va retrouver mon côté très cartésien, mon côté logique, parce que dans la spiritualité, tout ce qui flirte avec l'ésotérisme, le développement personnel, et parfois la frontière est un peu ténue entre les deux. Il y a des gens qui racontent un peu de tout et n'importe quoi, ou alors qui écrivent des livres sur le lâcher prise, mais bon, on n'a pas vraiment compris à la fin comment il faut faire, etc. Moi, je développe une théorie depuis une trentaine d'années. Alors, je pense pas que je sois le seul à soutenir cette thèse, mais en tout cas, personne d'autre me l'a dit, enfin me l'a transmise, et à chaque fois que j'en parle, elle ne reçoit aucune réfutation. Alors le constat est simple, alors ça va paraître décevant parce que qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire un truc énorme, la révélation du millénaire. En fait, ça part d'un simple constat qui est qu'il n'y a pas de monde sans observateur. Voilà, donc c'est-à-dire que si je n'existais pas, pour regarder le monde n'existerait pas. C'est vrai, par exemple, si je ferme les yeux, tout est noir. Donc ça veut dire que si je meurs demain, plus rien n'existe. Et en même temps, Myriam, vous allez vouloir me réfuter, et c'est la seule réfutation. Non, toi si tu meurs, moi je continue à exister, mon univers continue à exister. Et là, je corrige, je dirais non, votre univers continue à exister, mais pas le mien. Et donc, l'univers que l'on voit est l'intersection des deux nôtres, du vôtre et du mien. Voilà. Et si demain on ne se revoit jamais, il n'y aura plus d'intersection et votre monde ne sera pas le même que le mien. Mais en tout cas, mon monde, si demain je disparais, c'est un. Et à partir de cette constatation, qui est un axiome, puisqu'on ne peut pas le contredire, il n'y a personne qui peut dire c'est faux. Effectivement, si je m'éteins, tout s'éteint. À partir de ce constat, on en déduit toute une chaîne de conséquences, et notamment le fait que tout part de l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur vient de l'intérieur. Et donc ça veut dire que on est donc le Dieu créateur de notre univers, donc on revient à ce que vous disiez, et potentiellement, on peut arriver à faire n'importe quoi, puisque la réalité extérieure, c'est nous qui la créons. Vous avez entendu parler de ces gens qui nous disent qu'ils ont construit leur réussite par la pensée. Eh bien en fait, c'est tout à fait logique. Si on suit cet axiome de base, ça ne peut pas se passer autrement, puisque tout ce qui va se passer à l'extérieur vient de nous. Donc nous avons abordé, Daniel Tal, je crois, les 2 points, Nous avons abordé 2 points fondamentaux de votre livre, même s'il y en a encore beaucoup. Ce sont la mort et la création de la réalité. Et les deux sont liés, comme on le disait tout à l'heure, dans la mesure où on n'a plus peur, on peut tout faire et on peut créer sa propre réalité. Absolument. Ces deux sujets qui sont parallèles, on va dire que pour entreprendre et faire des choix audacieux et créer cette réalité merveilleuse, il va falloir se libérer de ses peurs. Et pour ça, il y a des choses aussi dont je parle dans les vidéos. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre, une autre est de se dire effectivement qu'on n'a rien à perdre de toute façon. Et il n'y a rien de plus dangereux que quelqu'un qui n'a rien à perdre. Daniel Tal, nous, on a une réalité qui est la durée de cette émission, malheureusement. On est obligé de s'y conformer, donc on va se laisser là-dessus. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire avant de nous quitter pour nous retrouver pour une deuxième émission avec vous, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire? Bien, je trouve que j'ai eu quand même pas mal d'espace pour m'exprimer. J'ai dit pas mal de choses que je voulais dire, à peu près tout, et voilà, j'espère que beaucoup de gens regarderont cette vidéo, cette émission, et que ça leur donnera envie de découvrir le livre. Et parce que le but, avant tout, c'est de le partager avec un maximum de personnes. C'est pas, on le verra dans une autre émission, mais c'est pas de gagner de l'argent. On fait pas ça parce qu'on veut gagner de l'argent. On fait ça parce qu'on a un message à délivrer. Et j'en fais ma mission. Et donc, vous m'aidez. Merci. Avec plaisir. Merci Daniel Tal d'être venu dans les studios de Radio Fidélité pour nous présenter L'homme à la tête de chat. Cette émission a été réalisée avec José Pascual à la technique. Vous pouvez la réécouter en podcast
sur radiofidélité.com et suivre l'actualité de l'auto-édition avec Écrit sur les réseaux sociaux. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission, donc avec Daniel Tal.